M'entends très bien. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien. Très Ok. bien. On peut commencer? Alors, oui, attendez l'ouverture, vous commencez. Je D'accord. vous Dès présente. que vous me dites c'est OK, moi je commence. D'accord. Laissez votre micro ouvert. Bonjour à Il est ouvert. tous. Bonjour à tous. Au nom de la direction de la formation, et comme chaque jour actuellement, nous avons une formation aujourd'hui avec nos chers médecins généralistes sur l'imagerie des urgences abdominales. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la base, ce qu'on doit connaître, les gestes qu'on doit faire en urgence, comment lire, comment interpréter dans une situation d'urgence. Pourquoi on a choisi ce thème? C'est pour éviter que la personne soit perturbée. On sait très bien qu'au niveau des urgences, ce n'est pas évident de travailler dans la sérénité. Cela permet de mieux, d'avoir des réflexes rapides comme des réflexes innés pour pouvoir assurer une bonne continuité dans la prise en charge. Nous avons aujourd'hui avec nous le professeur Bahali qui est du CHU, qui est maître de conférence à charge en imagerie, en radiologie et imagerie des urgences, imagerie au niveau du CHU Parnay, CHU Nafisa Hamoud. Et je la remercie énormément. Merci professeur. Là, je vous laisse entamer la formation, vous présenter, entamer la formation. Merci à vous. Soyez Merci. actifs. Écrivez vos questions, s'il vous plaît. Hein. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente, professeur Bali, médecin radiologue. Je travaille au CHU Hussein Dey. Je voulais vous présenter cette question parce qu'en fait, c'est un problème qui est récurrent. Comme elle a dit, Madame Gougam, que c'est vous avez en fait lourd de vos gardes. C'est une des je veux dire, des thèmes très importants à connaître et à savoir gérer les choses. Donc, en fait, l'imagerie des urgences abdominales, ce qu'il faut savoir. euh, donc là, je vais vous montrer quelles sont les techniques radiologiques à demander. Et chaque pathologie qu'on va voir, je vais vous dire, est-ce que c'est mieux de demander telle ou telle technique radiologique? Je vais vous expliquer quelle technique radiologique qui va apporter plus de renseignements de façon rapide, parce qu'en fait, il faut se dire que lors des urgences, il faut qu'on sache exactement la conduite à tenir et il faut que ça soit une conduite à tenir efficace et rapide, car nous n'avons pas assez de temps, notamment pour le patient, surtout si c'est un diagnostic vital qui est mis en jeu. Donc, en introduction, la douleur abdominale, c'est une cause assez fréquente d'admission en urgence. Actuellement, la radiologie moderne, c'est une technique qui est incontournable. On peut pas faire le diagnostic de n'importe quelle pathologie sans demander un examen complémentaire. Et vous allez voir l'importance des examens complémentaires dans le diagnostic exact et précis des pathologies abdominales lors des urgences. Donc, ça va nous permettre de démystifier les différentes étiologies. Ça permet aussi de réduire le nombre de laparotomies inutiles. Et ça permet de faire le diagnostic qui est rapide et afin bien sûr d'éviter les complications dramatiques pour le patient. Donc, généralement, c'est des patients qui vont se présenter aux urgences pour des douleurs. Donc là, le rôle du clinicien est très important pour orienter le radiologue. Donc, la clinique ici est primordiale parce que vous allez voir au fur et à mesure, vous allez voir en fait le fait de vous orienter sur le plan anatomique et cliniquement, on va se dire que en fait, on va chercher telle ou telle pathologie surtout. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, il faut connaître exactement le siège de la douleur. Le siège de la douleur va orienter le radiologue pour approfondir au niveau de la zone. Bien sûr, l'examen clinique est primordial, mais les examens complémentaires, à savoir biologiques et radiologiques, sont indispensables pour qu'à la fin, vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour poser le diagnostic le plus précis possible et prendre en charge votre patient de la façon la plus idéale. Donc, le premier examen généralement à demander quand vous êtes en urgence, c'est la radiographie, c'est l'abdomen, c'est la radiographie de l'abdomen sans préparation.
Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est, bon, c'est la technique la plus répandue et ce qu'on peut faire en premier parce qu'en fait, elle est très accessible par rapport aux autres explorations et n'importe où dans le territoire algérien, on peut faire un abdomen sans préparation. Alors, l'abdomen sans préparation, vous avez différentes, on va dire, on va le faire en face généralement et en situation debout. Je vais les expliquer pourquoi en situation debout, mais parfois vous avez affaire à des patients qui sont alités et là, vous êtes obligé de faire des ASP en position couchée. Donc, il est important d'avoir la meilleure qualité de l'abdomen sans préparation pour pouvoir vraiment faire le diagnostic exact. Donc, généralement, il faut que vous vérifiez que votre ASP prend l'ensemble de l'abdomen, c'est-à-dire des coupoles diaphragmatiques. Et généralement, il faut aller un petit peu en dessus des coupoles diaphragmatiques, d'accord, jusqu'au pubis, y compris le territoire des orifices inguinaux, ça généralement pour éliminer des occlusions d'origine inguinale. Donc, c'est les hernies inguinales. Donc, bien sûr, il faut mettre le nom, la date de naissance, parce que c'est médico-légal. D'accord? Donc, l'ASP, c'est le premier examen à demander. Deuxième examen à demander devant toute douleur abdominale, c'est l'échographie couplée de Doppler couleur. Donc, l'échographie, cette technique aussi, elle est disponible. Et actuellement, même les médecins généralistes se forment à l'échographie. Alors, l'échographie, elle va nous donner des renseignements très importants sur le plan, je vais dire, morphologique. Et le Doppler couleur, ça va apporter plus de renseignements sur le plan vasculaire et hémodynamique. Donc, l'échographie, c'est un examen qui est simple, c'est un examen qui est anodin, c'est un examen qui est quand même accessible pour tout le monde. Et c'est un examen qui va apporter beaucoup de renseignements. Je vais vous dire par la suite, en fait, l'échographie, elle va trouver ses limites concernant l'air. Il faut savoir que l'échographie, son ennemi, son premier ennemi, c'est l'air, c'est les gaz. Donc, quand vous avez un patient qui est très gazé, alors là, vous aurez des difficultés à mettre en évidence la pathologie à rechercher. Mais il faut pas avoir peur parce qu'en fait, l'échographie, il y a un examen qui va venir après, c'est la TDM. Alors, TDM, c'est le gold standard. La TDM, elle peut nous donner tous les diagnostics sans aucun souci, sans aucun obstacle. Et normalement, actuellement, même les scanners, ils sont disponibles. Mais après, en fait, dès que vous avez des difficultés ou pour faire le diagnostic exact, il faut demander un scanner. Et généralement, le scanner se fait avec injection. Parfois, vous n'arrivez pas à demander des scanners avec injection au cours des urgences la nuit. On arrive à faire des diagnostics de beaucoup de pathologies d'urgence sans injection. Mais s'il faut compléter avec injection, n'hésitez pas de compléter le scanner avec injection. Notamment, vous allez voir quand on va avancer par rapport aux pathologies vasculaires. Là, vous êtes, c'est vrai que le Doppler, il va vous aider à poser le diagnostic, mais impérativement de compléter par un scanner multicoupe pour pouvoir faire le diagnostic exact. Donc, je vous ai dit, en fait, la clinique est très importante, mais aussi l'étude analytique. Donc, on va chercher au premier les perforations digestives en intra ou en rétropéritonéal. Généralement, il faut penser à ça si votre patient, donc il faut vraiment poser des questions à votre patient pour voir les antécédents de votre patient. Donc, vous avez la notion d'ulcère gastrique, donc pensez à une perforation digestive. S'il a fait une appendicite, les diverticulites, toutes ces étiologies, les occlusions peuvent aboutir à une perforation digestive. Et il faut savoir qu'en fait, si vous arrivez à la perforation digestive, c'est un cas très très grave et urgent, il faut intervenir en urgence. Donc, quand on dit perforation digestive, on va dire, on va rechercher un pneumopéritoine. Le pneumopéritoine, c'est quoi? C'est la présence de l'air, de gaz dans la cavité péritonéale. Et là, l'intérêt de l'ASP en position debout. Je vous ai dit, si votre patient n'arrive pas à se mettre debout, on peut faire le décubitus dorsal. D'accord? Donc, si forte suspicion de pneumopéritoine, un aspect normal. Si vous avez même, si, parce qu'en fait, parfois, la qualité de l'ASP n'est pas très, très, très bonne. Si, même si vous suspectez une perforation et que vous arrivez à avoir un aspect normal, n'hésitez pas à demander une TDM sans injection avec, bon, et là, le radiologue va vous dire, va vous répondre à votre question. Donc, ça, c'est, si je vous montre un téléthorax, et si, il faut faire vraiment attention au diaphragme et toujours chercher s'il n'y a pas un croissant gazeux sous le diaphragme. Il peut être du côté gauche, donc ça c'est la poche à air gastrique.
D'accord? Donc, ça peut être à gauche comme ça peut être à droite. Généralement, c'est une image claire comme ça en croissant sous-diaphragmatique. Et là, vous voyez, ça épouse même le dôme hépatique. Donc, cherchez toujours, dès que vous avez une suspicion de perforation d'organes creux, vous faites l'ASP, vous cherchez toujours sous la coupole diaphragmatique si vous n'avez pas une image de clarté digestive en forme de croissant. Parce qu'en fait, pour faire la différence par rapport à la panche aérgatique, vous voyez, c'est un niveau hydroaérique, donc c'est pas la même chose. Et l'air, quand c'est une perforation, ça va être comme un croissant. Vous voyez, de ce côté-là, nous avons une image de croissant. Donc, c'était en intrapéritonéal. Donc, si vous avez une perforation au rétropéritoine, la même chose. En fait, il faut chercher des clartés gazeuses, des bulles gazeuses comme ça, tout au long du contour externe du psoas. Alors, parfois, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je vous dis, ne vous arrêtez pas à l'ASP. ASP normal, si vous n'arrivez pas, parce que parfois, on a des situations très, très difficiles, on n'arrive pas à bien distinguer parce que peut-être vous avez une occlusion et avec une perforation, la distension aérique, ça va vous éviter. Ça s'agit juste pour vous dire que vous pouvez le voir à l'ASP, mais n'hésitez pas à aller au-delà et demander un scanner, surtout quand il y a notion de perforation d'organes creux. Donc, je vous montre là une image scanographique en coupe axiale de l'abdomen. Vous voyez là, ces deux structures-là, c'est les reins, le rachis. Et généralement, on va rechercher de l'air, ce qu'on voit en noir comme ça, au niveau du rétropéritoine. Donc, le rétropéritoine, généralement, en arrière du pancréas et les os et du duodénum. Donc, vous avez ici le pancréas. Et en arrière du pancréas, c'est anormal de trouver de l'air à ce niveau-là. Donc, le fait de trouver de l'air à ce niveau-là, donc vous avez le droit de suspecter une perforation au niveau du rétropéritoine. Donc, je vous ai dit que c'est impératif et important de connaître la clinique. Donc, si votre patient vient pour un problème de douleur au niveau de l'hypocondre droit, alors au niveau de l'hypocondre droit, si vous connaissez très bien votre anatomie, il faut savoir que une fois que vous avez un problème au niveau de l'hypocondre, il faut chercher un problème au niveau du foie, rechercher un problème au niveau des voies biliaires, la vésicule biliaire, donc, et au niveau du pancréas. Donc, on va s'intéresser à cette zone-là. Donc, on va chercher qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème d'affection aiguë bilio-pancréatique. Donc, il faut connaître la normale pour connaître faut connaître tout ce qui est normal pour pouvoir reconnaître tout ce qui est anormal. Donc, généralement, la voie biliaire principale, elle a un diamètre inférieur à 6,7. Donc, à l'échographie, et 8-10 mm en TDM. La vésicule normale, elle doit avoir un diamètre transverse inférieur à 4 cm et un grand axe inférieur à 9 cm. Et la paroi vésiculaire, normalement, elle mesure moins de 3 mm. Donc ça, c'est les normes. Alors, normalement, la voie biliaire principale n'est pas dilatée et on n'arrive pas à avoir les voies biliaires intra-hépatiques avec une vésicule biliaire qui n'est pas distendue, c'est-à-dire elle a les deux diamètres que je viens de vous citer par rapport à la vésicule, avec une paroi qui est assez fine, inférieure à 3 mm. Vous allez voir pourquoi. Moi, j'insiste sur le fait de reconnaître tout ce qui est normal pour pouvoir faire le diagnostic de ce qui est pas normal. Donc là, on va commencer par le premier problème. Donc douleur, votre patient arrive chez vous, douleur de l'hypocondroit, on va penser à peut-être qu'il a un obstacle au niveau des voies biliaires. Donc, et par rapport, quand on dit obstacle des voies biliaires, on va penser premièrement à l'obstacle lithiasique, surtout si votre patient a notion de douleur, il sait qu'il a des lithiases. Donc, parfois, votre patient se présente en se disant il vous dit que, en fait, j'ai des lithiases, et parfois non. Donc, c'est à vous de chercher. Donc, tableau clinique. Alors, sur le plan clinique, il est impératif, dès que vous avez douleur de l'hypocondroit, est-ce qu'il y a notion d'infection? Donc, est-ce qu'il y a une clinique en faveur de notion d'infection ou pas? Donc là, ça va vous orienter vers tel ou tel diagnostic. Donc, voilà. On va commencer par les obstacles. Alors, l'obstacle des voies biliaires, ça peut être un obstacle lithiasique dans un contexte qui n'est pas fébrile, quand ça peut être en rapport avec un obstacle tumoral. Et n'hésitez pas à demander, je vous dis, en fait, dès que vous avez, si vous faites le diagnostic, et bon, il arrive avec douleur de l'hypocondre droit. Vous faites d'abord l'ASP systématique. Parfois, à l'ASP, déjà, vous pouvez voir des images de lithiase, des images calciques hyper denses
au niveau de l'air hépatique. Donc déjà, vous suspectez probablement il y a une lithiase. Directement, alors systématiquement, l'échographie. Alors, jamais ne demandez un scanner avant de faire une échographie. Donc, le radiologue qui n'acceptera jamais de faire directement un scanner si vous ne faites pas une échographie. Parce que l'échographie, elle peut nous orienter et elle peut, en fait, même pour vous, faciliter votre tâche pour la prise en charge. Donc, toujours commencer par ASP, écho, et par la suite, on va demander la TDM. Si les deux couples arrivent, c'est-à-dire ASP, échographie, arrivent à faire le diagnostic exact, on s'arrête là. Si vous trouvez que l'ASP, échographie, c'est pas précis, il faut donner plus de précision, il faut aller scanner, sauf pour les pathologies vasculaires. Dès que vous avez un problème de pathologie vasculaire, notamment les infarctus ou autres, là, vous êtes obligé de passer au scanner. Donc voilà, donc on va chercher l'obstacle, je vous dis, soit c'est une question de lithiase, donc obstacle lithiasique, soit tumoral. Et après, on va voir si c'est un contexte qui n'est pas fébrile. Si c'est un contexte fébrile, il faut penser au problème d'angiocolite et au problème de polycystite. Donc là, je vous montre une image de scanner et là, vous voyez, là, c'est la vésicule biliaire, ça, c'est le foie, d'accord? Ça, c'est la rate. Et si vous voyez au niveau de cette structure liquidienne qui est la vésicule biliaire, il y a des images à l'intérieur, elles sont un peu denses par rapport au liquide au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ce patient-là, il avait plein de lithiase au sein de la vésicule biliaire. Donc, et là, on va voir les pathologies inflammatoires des voies biliaires, c'est l'angiocolite. L'angiocolite, ça va se traduire par un épaississement des parois des voies biliaires qui sont dilatées. Un scanner, si vous faites un scanner, vous allez voir le rehaussement des parois et ça va vous aider. Bon, c'est le radiologue qui va vous poser, il va vous dire que, en fait, quand il faut penser à une angiocolite, mais vous avez la clinique, l'ictère, la douleur et vous avez un bilan inflammatoire qui est perturbé. Donc, pensez à l'angiocolite. Donc, quand vous faites l'échographie des voies biliaires, insistez sur la voie biliaire si elle est dilatée et s'il y a l'épaississement de la paroi. Donc voilà, je vous montre ici la voie biliaire. Donc là, c'est le foie en fait, là, ici, c'est des images échographiques. Vous voyez là la voie biliaire principale. Alors la voie biliaire principale, c'est une structure linéaire qui est en contact avec le tronc porte. Et si vous voulez vraiment faciliter la tâche, vous pouvez faire le Doppler, vous allumez et vous allez voir, c'est la seule structure linéaire en contact du tronc porte qui s'allume pas. Donc ça va faciliter la tâche. Il faut toujours ne pas dire ça c'est la voie biliaire principale sans vérifier au mode Doppler que effectivement vous êtes au niveau de la voie biliaire principale et non pas au niveau du tronc porte. Donc la dilatation, vous essayez de voir s'il n'y a pas un épaississement des voies biliaires. Et en même temps là je vous montre une image tumorale avec compression de la voie biliaire principale, ce qui va aboutir à une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Concernant l'autre pathologie, c'est la cholécystite aiguë lithiasique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure la distension. Donc, dès qu'il y a un problème de cholécystite, en fait, vous pouvez avoir une distension comme vous pouvez ne pas avoir la distension, d'accord, hydrocholécyste ou pas. Donc, mais par contre, la cholécystite, déjà, vous avez sur le plan manœuvre Murphy échographique, donc vous allez passer au niveau de la zone de la vésicule biliaire, votre patient, il va sursauter en disant ah, j'ai mal. Et là, l'essentiel pour vous, c'est rechercher l'épaississement pariétal qui est supérieur à 3 mm. Et bien sûr, si vous trouvez que vous avez une cholécystite simple, vous arrêtez là parce que le patient, il va être envoyé chez le médecin, il va le refroidir, c'est pas la peine d'aller au scanner. Par contre, si vous voyez qu'il y a une collection tout autour, où il y a des abcès hépatiques ou chez un diabétique, là, pensez à compléter votre examen par un scanner. Là, je vous montre des images échographiques. Vous voyez très bien, en fait, tout à l'heure, si vous avez vu la vésicule, normalement, la paroi, elle est toute fine, elle est belle. Par contre, là, vous voyez qu'on a un épaississement de la paroi. Alors, attention, tout ce qui est tumoral, de tout ce qui est infectieux. Tout ce qui est inflammatoire, généralement, l'épaississement, il est circonférentiel et il est régulier, contrairement aux processus tumoraux où vous allez trouver l'épaississement irrégulier et asymétrique. Donc là, j'insiste sur le caractère circonférentiel de l'épaississement
et vous allez trouver, bien sûr, soit pas forcément une lithiase, hein. Vous pouvez avoir une cholécystite lithiasique, comme vous pouvez avoir une cholécystite alithiasique. Je tiens juste à vous attirer l'attention qu'en fait, chez les diabétiques, il faut vraiment faire attention, même s'il vous dit qu'il n'a pas mal, il faut vérifier la vésicule systématiquement parce que généralement, il peut faire des cholécystites, mais sans douleur associée. Donc là, c'est important. Là, par contre, c'est une cholécystique qui est compliquée. Vous voyez, là, il y a une extension au niveau du parenchyme hépatique. On peut aller d'un stade de phlegmoneux vers vraiment la création d'un abcès. Donc, il faut faire attention. Donc, une fois que vous faites le diagnostic de la cholécystite, allez-y voir tout ailleurs, tout autour. Est-ce qu'il n'y a pas du liquide épais en dehors? Et là, vous allez suspecter une perforation de la vésicule et allez voir le foie si le parenchyme hépatique est déconstructure normale ou pas. Donc là, vous avez vu qu'on a vu tout ce qui concerne la voie biliaire, donc l'hypocondroit. Là, il faut voir, il faut suspecter, maintenant, on va suspecter la pancréatite aiguë. Généralement, c'est au niveau de la région épigastrique. Votre patient arrive avec une douleur qui est atroce. Et là, vous êtes obligé de penser dans des douleurs épigastriques à trois diagnostics. Est-ce qu'il a un problème d'ulcère? S'il y a un problème d'ulcère, il faut chercher s'il n'y a pas de l'air au niveau, je vous ai dit, à l'ASP ou sous-diaphragmatique. Ça va vous aider à faire le diagnostic rapide en disant qu'il y a une perforation, il faut que le chirurgien intervienne en urgence. Alors, attention aussi aux infarctus du myocarde. Donc, votre patient, il peut se présenter avec des douleurs épigastriques, mais en fait, il est en train de faire un infarctus. Et le troisième diagnostic, il faut chercher la pancréatite. Alors, je vais vous dire, en fait, à l'échographie, ça va être très, très difficile de faire le diagnostic d'une pancréatite aiguë. Si c'est une pancréatite aiguë à un stade qui est avancé, là, on va trouver les collections, ça va. Mais généralement, quand il y a une pancréatite, il y a l'ileus réflexe. Et l'ileus réflexe va faire en sorte qu'il y aura trop de gaz qui va empêcher votre diagnostic. Mais dès que vous avez une suspicion de pancréatite aiguë, vous faites votre diagnostic. En fait, l'échographie, elle sera faite tout le temps. Pourquoi? Un, faire le diagnostic, deux, faire les diagnostics différentiels. Mais si vous trouvez un pancréas normal à l'échographie, ça n'élimine pas une pancréatite. La clinique et la biologie est très importante. Il faut demander le dosage de la lipasémie pour voir s'il n'y a pas une augmentation, amylasémie, lipasémie, pour voir s'il n'y a pas une augmentation des enzymes pancréatiques. Donc, même si vous avez une échographie qui est tout à fait normale, ne vous arrêtez pas. La biologie est très importante au cours des pancréatites aiguës. Alors, je reviens. La pancréatite aiguë, vous allez demander systématiquement un scanner, mais par contre, vous n'allez pas demander le scanner sur place, mais 48 heures après, vous allez comprendre pourquoi, pour la classification de Balthazar, qui est une classification très, très importante pour la prise en charge du patient. Parce qu'en fait, en stade aigu, il y a des lésions qui ne vont pas apparaître, et 48 heures après, généralement, il y a l'apparition de toutes les lésions au niveau du pancréas et en dehors du pancréas. Donc, vous allez faire votre échographie quand même. Vous pouvez voir comme vous pouvez ne pas voir. Je vous ai dit, dès que vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas à demander le scanner. Dès que vous avez un illus réflexe, vous avez trop de gaz, votre patient, il est gazé, directement le scanner. Il ne faut pas jouer avec ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir quand il y a des gaz. Donc, le scanner est demandé, c'est l'examen de choix, il est demandé systématiquement 48 heures du début de la clinique parce que là, on est au maximum des lésions installées. Ça permet de stadifier la pancréatite sur la classification de Balthazar et ça va de permettre une meilleure prise en charge. Donc, on va analyser le pancréas en lui-même, est-ce qu'il est nécrosé ou le parenchyme est de signal et de densité normale, rechercher les coulées, rechercher s'il y a de pseudokystes, voir la graisse péripancréatique et bien sûr les complications vasculaires, c'est généralement la thrombose, voire parfois les enzymes vont irriter les artères et ils vont faire des faux anévrismes, surtout de l'artère gastrique. Donc, vous voyez, ça, c'est la classification de Balthazar à connaître. Donc, grade 1, pancréas normal. Je vous ai dit, on peut avoir une situation de pancréatite aiguë avec un pancréas normal. Et là, c'est la clinique qui va nous orienter et la biologie qui vont nous aider au diagnostic. Donc, grade B, c'est un pancréas qui est tuméfié. Grade C, on va avoir une infiltration péripancréatique. Le grade D, c'est la présence de coulées inflammatoires. Le grade E, c'est au moins deux coulées inflammatoires ou la surinfection d'une coulée.
Là, c'est une classification par rapport à la nécrose du parenchyme, est-ce qu'il se rayose ou pas, l'étendue de la nécrose, et l'association des deux, en fait, l'association des deux classifications, on pourra faire un autre score pour savoir la gravité de la pancréatite, est-ce qu'il y a risque de mortalité ou pas. Donc là, c'est l'image échographique. On est devant un pancréas. Donc le pancréas, c'est cette structure au niveau de la région épigastrique, au niveau de la région épigastrique. Voilà, généralement là, vous voyez, il y a le rachis. Vous aurez le foie de ce côté-là et la rate de l'autre côté. Et le pancréas, il est en postérieur, donc c'est la partie antérieure et c'est la partie postérieure. Vous avez le rachis en arrière et vous avez la paroi abdominale en avant. Et le pancréas, vous allez voir qu'il y a le tronc porte et la veine splénique qui passe en arrière. Donc, vous voyez cette structure. Vous allez mesurer la taille au niveau de la... Et là, la petite structure qui est là, qui est hypoécogène, c'est la voie biliaire principale. Donc, il faut voir la région céphalique mesurée les deux diamètres, la région isthmique, le corps et la queue. Et là, on avait une tuméfaction au niveau de la région de la queue. Et par la suite, il faut voir est-ce que l'écostructure, elle est bonne ou pas. Est-ce qu'il y a des collections liquidiennes au niveau, en fait, il y a des sites, des espaces au niveau de l'espace pararénal antérieur, au niveau du nourrisson, au niveau de l'arrière-cavité des épiplantes. Donc, pour chercher, il n'y a pas une collection ici entre l'estomac et le foie. Donc, je vous montre là, voilà, ça c'est des complications. Vous voyez là, vous voyez ça, c'est une collection qui n'est pas tout à fait normale, la situation entre le rein. Vous voyez qu'il y a une collection au niveau de l'espace pararénal droit. Vous voyez le rein ici, le foie ici, et là, il y a une collection au niveau de l'espace pararénal antérieur droit. Là, je vous montre des coupes scanographiques avec injection de produits de contraste. Cette structure, vous voyez, je vous ai dit que vous aurez le foie du côté droit, vous avez la rate du côté gauche, et cette structure-là, tout à fait, en fait, l'estomac en avant, c'est la paroi abdominale, et le rachis en arrière, et le début d'apparition des reins. Là, cette structure-là, en virgule, c'est le pancréas. Euh, vous avez le tronc porte, je vous ai dit tout à l'heure, et voilà. Donc, en fait, normalement, Parlez, activez votre c'est bon. son. Non, mais c'est Allez, Waraki. Alors, parlez, activez le son. De toute façon, vous avez tout perdu. Hein. Le partage, ah voilà. Très bien. Activez le son de cas. c'est bon? Très bien. C'est bon. C'est bon. D'accord. On continue. Vous n'avez, ça s'est coupé. Vous avez écouté ce que j'ai dit par rapport au scanner du pancréatite ou pas? Je redis cette planche. Allô?
Si, redites, refaites. Ok, d'accord, ok. Ouais. Alors, en fait, je disais par rapport l'importance du scanner au cours des pancréatites aiguës, et je vous ai montré en fait par rapport le pancréas, c'est cette structure en virgule et qui est située en postérieur. Vous avez l'estomac en avant, la paroi abdominale, c'est la partie antérieure, et là c'est la partie postérieure parce qu'il y a le rachis. Vous avez le foie à droite et l'arête à gauche, et je vous ai dit en fait en dessous il y a le passage du tronc porte et de la veine splénique. Et le parenchyme, ici, vous avez un scanner avec injection, vous voyez là, parce que normalement, si c'était un scanner sans injection, vous ne pourrez pas voir les structures vasculaires. Dès que vous voyez des structures vasculaires de façon, je veux dire, vous arrivez à bien les voir, sachez que ça, c'est un scanner avec injection. Et je vous ai dit qu'en fait, le pancréas, c'est cette structure en virgule, et le rehaussement, il doit être homogène tout au long du parenchyme pancréatique. Et là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de rehaussement, c'est noir par rapport à ce côté-là. Donc, il y a une nécrose et l'étendue de la nécrose va nous orienter vers la gravité de l'atteinte pancréatique. Donc, vous voyez le parenchyme, il y a un défaut de rehaussement. Par la suite, je vous parlais de la graisse tout autour. Alors, normalement, la densité de la graisse, c'est noir, c'est comme cette structure-là. Vous voyez très bien tout autour, là, c'est sale, c'est blanc. La même chose ici. Donc, c'est noir, je veux dire, c'est blanc et début de collection. Donc, les collections, vous allez les voir comme ça. Donc, on va rechercher les collections, je vous ai dit, ici au niveau de l'espace de Morisson, c'est l'espace qui est entre le rein et le foie. Et vous allez chercher là les collections en arrière de l'estomac, ce que je vous ai parlé tout à l'heure en disant, c'est l'arrière-cavité des épiplans. Par la suite, vous descendez en bas et vous cherchez des collections au niveau de la gouttière pariétocolique de façon bilatérale. Donc, le scanner est impératif. Toute suspicion de pancréatite aiguë, demandez un scanner systématiquement 48 heures après, pas au début de la douleur pour pouvoir voir le maximum de lésions. Là, on a terminé avec les pancréatites. On va voir le foie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications, comme problème? C'est les abcès. Donc, on peut avoir des micro-abcès comme des macro-abcès. Et là, la clinique est impérative. Elle est importante. Ça va vous aider. Et vous allez chercher quoi sur le foie? Vous allez chercher une collection. Donc, la collection, généralement, elle est hypodense. Et elle a une paroi. Et sur le scanner, vous demandez, dès que vous avez un abcès hépatique, il faut demander un scanner où on visualise très bien la lésion sous forme d'une lésion hypodense qui ne se rehausse pas avec une paroi propre qui se rehausse. Donc vous voyez, là c'est un foie et vous voyez très bien qu'au niveau du parenchyme hépatique, qui normalement il doit être homogène, nous avons une lésion, elle est énorme au niveau du foie droit, elle est hypodense, ce qui est hypodense c'est liquidien par rapport au foie, vous voyez le foie il se rehausse de façon homogène et là cette collection, vous aurez une hypodensité. La densité, généralement, elle doit être élevée par rapport à une densité liquidienne, parce que tout ce qui est liquide, c'est inférieur à 15 méga, jusqu'à 20 MHz. Tout au-dessus de 20 unités Hensfield, c'est du liquide qui est épais, donc qui se rehausse pas. Quand vous avez une image comme ça qui est hypodense, et vous voyez là, il y a une paroi, et cette paroi se rehausse. Donc, devant toute image, comme cette image au niveau scanographique, et avec le contexte clinique, avec un bilan inflammatoire et bien sûr une fièvre, il faut ne pas hésiter à poser le diagnostic d'un abcès hépatique. Et bon, déjà, à l'échographie, vous allez voir l'image et vous allez la confirmer en demandant un scanner. Et le scanner, il va faire un bilan lésionnel plus précis. Il va rechercher s'il y a des adénopathies associées et s'il y a d'autres collections ailleurs et pas uniquement au niveau du foie. Donc, et là, on va arriver aux affections vasculaires du foie. Donc, quand on dit affection vasculaire, on va chercher les signes d'hypertension portale. Alors, généralement, l'hypertension portale, il y a un contexte. Le patient, généralement, c'est chez le patient qui présente une hépatopathie chronique. D'ailleurs, on l'y suit régulièrement. On va chercher, au début, l'hépatopathie chronique ne se complique pas de problème d'hypertension portale. Par la suite, elle se complique par l'hypertension portale. Alors, il faut savoir que l'écho-Doppler, c'est l'examen de choix pour mettre en évidence un problème d'hypertension portale. Alors, l'hypertension portale, il faut savoir, elle a différentes étiologies. Est-ce que, en fait, elle est sushépatique, elle est intrahépatique ou là, elle est sous-hépatique? Donc, il y aura différentes pathologies. La pathologie sous-hépatique, c'est tout ce qui concerne la thrombose de la veine portale. Et tout ce qui est sus, c'est but carré, c'est les veines susépatiques. Et tout ce qui est intra, c'est généralement
l'altération du parenchyme, c'est le cas des hépatopathies chroniques. Donc, l'hypertension portale elle-même, on peut faire l'écho-Doppler et ça peut apporter beaucoup de diagnostics. Si on n'arrive pas à faire le diagnostic exact, n'hésitez pas à demander le scanner. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez demander un examen, le scanner, il est plus coûteux que l'échographie. Si vous arrivez à faire le diagnostic à l'échographie, c'est OK. Si vous n'arrivez pas et vous avez besoin de plus de renseignements et plus de détails, là, vous y allez vers le scanner. Donc là, c'est une image scanographique pour vous montrer en fait la thrombose, c'est quoi. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous dis un vaisseau, il doit être le rehaussement homogène. Dès que le vaisseau ne se rehausse pas, là, vous suspectez il y a une thrombose. Donc c'est un homme de 41 ans, il est venu pour douleur abdominale. Bien sûr, le fait qu'il y ait déficit en protéine S, ça va vous orienter vers les complications. Et là, en scannant, on a trouvé il y a une thrombose porto-mésentérique aiguë. C'est le fait que le vaisseau ne se rehausse pas. Et là, vous voyez les vaisseaux en regard se rehaussent. Donc, on a suspecté, on a posé le diagnostic d'une thrombose. Les thromboses, je vous ai dit, ça peut être sucée hépatique, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Donc, l'écho-Doppler, vous allez chercher, en fait, en faisant l'écho-Doppler, on va chercher les trois veines sucées hépatiques, on va les remplir, elles doivent être remplies. Si elles ne se remplissent pas, et pour poser le diagnostic syndrome de Budd-Chiari, il faut qu'il y ait deux veines sucées-hépatiques thrombosées, sinon vous ne pouvez pas poser le diagnostic syndrome de Budd-Chiari. Donc, vous allez trouver soit des sténoses, donc une accélération, dilatation, soit un aspect irrégulier des veines avec du matériel échogène dans la lumière vasculaire occluse et avec le temps, elle devient toute grêle, fibreuse, hyper échogène, comme un fil comme ça, hyper échogène. Donc le Doppler polaire va montrer une absence de flux dans le segment occlus, une inversion de flux dans le segment qui reste perméable et l'apparition de collatéral dérivation intra-hépatique. Donc vous voyez là, si vous faites l'échographie, vous voyez une image hyper échogène grêle de la veine hépatique qui ne se rehausse pas en mode Doppler. Et si vous faites un scanner, au lieu que vous voyez là, c'est un rehaussement tout à fait normal et homogène de la veine hépatique, là, la branche segmentaire, elle ne se rehausse pas. Donc, vous avez un problème de thrombose au niveau des veines hépatiques qui vont se compliquer, syndrome de Budd-Chiari. Donc, le patient, généralement, il va avoir une hépatomégalie. Et si vous voyez très bien ici, il y a du liquide. Donc, généralement, il se complique d'acide, d'hépatomégalie. Alors, au début, le Budd-Chiari, il va, en fait, vous n'aurez pas un remaniement du parenchyme hépatique, mais par la suite, le Budd-Chiari va être responsable d'une hépatopathie chronique qui va être responsable, elle, d'hypertension portante. Donc, c'est un cercle vicieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, il faut mettre le mode Doppler à l'échographie. Vous voyez tout autour, ça se rehausse, mais là, le tronc porte ne se rehausse pas. Et alors là, ce patient-là, il avait un processus tumoral. Il faut savoir, tout processus tumoral hépatique suspect, il peut s'accompagner d'une thrombose. Donc, si vous trouvez une thrombose de la veine porte et vous avez une masse au niveau du foie, et là, il avait un foie d'hépatopathie chronique, vous voyez très bien que le foie, là, il a les contours irréguliers, il y a de l'acide et l'écostructure de parenchyme irrégulière, donc carcinome hépatocellulaire, il faut suspecter. Et devant une masse pareille, si vous avez une thrombose, c'est sûrement un processus tumoral malin. Donc, un petit mot par rapport aux atteintes hépatiques et femmes enceintes. Donc, il faut chercher systématiquement chez une femme enceinte qui se plaint de douleurs atroces au niveau de l'hypocondre droit, le HELP syndrome. Le HELP syndrome, vous allez chercher en fait un hématome parenchymateux spontané et périhépatique chez toute femme qui présente une toxémie gravidique parce que c'est un diagnostic d'urgence. Vous allez voir sur le plan échographique qu'il y a une collection hypodense sous le diaphragme, entre le diaphragme et le foie. Donc là, cherchez tout autour, là en périphérie, s'il n'y a pas de collection pour poser le diagnostic de HELP syndrome, bien sûr chez une femme qui est enceinte et qui présente une toxémie gravidique. À ne pas oublier ce diagnostic. Donc, on a terminé tout ce qui concerne l'hypocondroit, la région épigastrique. Et là, parmi les étiologies assez fréquentes
que vous allez avoir à traiter, c'est bien sûr les occlusions intestinales. Alors, devant une occlusion intestinale, vous avez différentes questions à vous poser et à répondre. Est-ce que c'est un tableau d'occlusion? Est-ce que c'est vrai une tableau d'occlusion? Est-ce que c'est une occlusion organique ou fonctionnelle? Est-ce qu'elle est grillique ou colique? Et bien sûr, une fois que vous terminez, vous répondez à toutes ces questions. C'est quoi l'origine de cette occlusion? Donc, la clinique est très importante, hein. Donc, ça, c'est impératif parce qu'en fait, on a l'habitude d'avoir en fait, des demandes en disant il y a arrêt de matière et des gaz. Et quand on pousse le questionnaire avec le patient, et là, on nous dit non, il y a pas vraiment d'arrêt de matière et des gaz. C'est très important de vous assurer qu'il y a la notion d'arrêt de matière et des gaz. Bien sûr, généralement, les occlusions, ils vont s'associer à des nausées, des vomissements, voire constipation. La douleur abdominale peut être intense. Bien sûr, le météorisme. Donc, voilà, cherchez s'il n'y a pas de masse abdominale. Et cherchez, cherchez, cherchez. Vous allez voir pourquoi. Demandez s'il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux du patient. Parce qu'en fait, si votre patient a déjà fait un acte chirurgical, il faut penser aux occlusions sur bride. Donc, confirmer le caractère organique, tableau clinique irréversible allant vers l'aggravation, biologie correcte au stade de début. Donc, vous méfiez-vous de la biologie, mais le plus important, c'est le tableau clinique. Donc, l'occlusion intestinale mécanique, ça touche le grêle plus que l'occlusion colique. 160% des occlusions de grêle sont dues à des adhérences au bris. Pour ça, je vous ai dit, il faut vraiment poser la question. Moi, la clinique est primordiale pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, dites-vous que le radiologue trouvera des difficultés. Si vous faites un examen clinique et vous orientez le radiologue, il arrivera à faire le diagnostic. Si vous n'orientez pas le radiologue, l'abdomen est grand, il y a beaucoup de pathologies à rechercher, mais si vous l'orientez, il va insister sur la zone, il va insister dans la recherche de la pathologie dont vous suspectez. Donc, l'occlusion colique trouve sa cause dans les affections malignes, soit primitive adénocarcinome colique ou secondaire dans plus de 90%. Donc, grêle, généralement, en notion de bride. Si c'est colique, généralement, plus fréquemment, c'est dû à un cancer. Donc là, on revient à la radiographie d'abdomen sans préparation debout de face. Vous allez faire quoi? Vous allez rechercher des niveaux hydroaériques et leur aspect, la répartition des clartés digestives faisant suspecter éventuellement malrotation, les clartés anormales, c'est les pneumopéritoines, et la disparition de granité sécale. Tous ces signes-là, vous allez les retrouver au niveau de l'ASP. Mais il y a des difficultés, c'est l'interprétation, c'est le sujet obèse, quand c'est très distendu ou sensibilité faible pour le diagnostic étiologique, c'est sûr. Donc l'ASP, en fait, si vous demandez l'ASP, c'est juste pour différencier toutes les autres pathologies digestives par rapport à l'occlusion. Dès que vous faites l'ASP, vous êtes sûr que vous êtes devant une occlusion. Par la suite, je vais vous dire, il est très important de connaître un ASP normal pour très bien connaître la répartition des clartés digestives au niveau de l'abdomen pour savoir quand c'est normal, quand c'est pas normal. Donc, la répartition des clartés digestives, c'est important. Le fait de rechercher les niveaux hydroaériques et le siège des niveaux hydroaériques et leur aspect, ça va vous orienter vers un problème colique ou grélique. Donc, par la suite, deuxième examen demandé, c'est l'échographie. Et là, vous allez trouver des difficultés. Parfois, on arrive à faire le diagnostic de l'occlusion, on va chercher le niveau de l'occlusion, on va chercher le signe de malrotation ou le Whirlpool sign. Whirlpool sign, vous allez voir, c'est des structures digestives enroulées autour de vaisseaux et mise en évidence des signes de l'occlusion. La limite, c'est la distension aérique et patient obèse. Donc, si vous avez un patient qui est très allaité, qui est obèse, et la distension aérique est très importante, demandez. Vous avez l'ASP, suspicion d'occlusion. Cliniquement, vous avez une suspicion d'occlusion. Vous n'arrivez pas à faire le diagnostic à l'échographie, n'hésitez pas directement demander un scanner et là, on peut faire le diagnostic facilement. Donc, examen de référence. Donc, si vous vous rappelez, le scan, on fait l'indication de scan de choix, c'est lors des pancréatites et lors des occlusions. Donc, on va faire un scanner avec et sans injection et ça va nous permettre. Donc, généralement, on ne donne pas d'opacification parce que le fait qu'il y ait une distension, il y a l'obstacle et il n'y aura pas de passage. Il y aura des niveaux hydroaériques, donc on pourra faire le diagnostic. La distension des os se fait spontanément. Les occlusions du grêle. Alors, comment vous allez savoir c'est une occlusion du grêle? On va voir les signes
radiologique de l'occlusion du grêle. Par la suite, on va voir les étiologies. Donc, alors généralement, vous allez voir que les niveaux hydroaériques, ils auront une position qui est plutôt centrale. Ils sont plus larges que hauts. Et les niveaux hydrauliques peuvent être totalement absents à l'ASP et uniformément opaques. Donc, si vous n'avez pas, en fait, si vous n'avez pas de niveau hydroaérique, vous allez voir tout deviendra blanc. Vous ne verrez rien du tout. Donc là, je vous montre à l'ASP et vous voyez là, vous avez des niveaux hydroaériques. Donc, quand vous avez un problème de grêle, alors les niveaux hydroaériques, ils vont être plus larges que haut et une disposition centrale. Parce que c'est normal. Le côlon, il a une disposition plutôt périphérique. Les antigrêles, ils ont une disposition plutôt centrale. Donc, vous allez avoir comme ces images-là de niveau hydroaérique plus large que haut. Donc là, vous pouvez suspecter avec notion clinique, donc vous pouvez dire que vous êtes devant une occlusion du grêle. Par contre, l'ASP ne vous dira pas l'étiologie de votre occlusion. Est-ce que sur bride, est-ce que sur un processus tumoral, est-ce que plutôt un volvulus? Donc là, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de pousser des investigations radiologiques. Vous demandez l'écho-Doppler et l'échographie parce que, comme je vous ai dit, c'est un examen qui est accessible. Et là, on va mettre en évidence une dilatation de grêle. Alors, les grêles par rapport au côlon, au niveau de l'échographie, les anses gréliques, vous allez voir que les valvules sont rapprochées par rapport au côlon. Le côlon, la paroi du côlon, il y a moins de valvules. Donc, segment de grêle dilaté au-delà de 2,5. Dès vous avez 25 mm, vous suspectez une dilatation du grêle. Généralement, vous allez trouver une anse qui est dilatée, qui est pleine de liquide avec des mouvements de va-et-vient. Donc, vous allez voir des mouvements au niveau de l'anse parce que c'est comme s'il y a des poussées. Il essaye de pousser le liquide vers le bas pour l'évacuer et en le poussant, le liquide va trouver un obstacle, il va revenir, il va faire marche arrière. Donc, vous allez voir ce mouvement-là, vous allez voir la distension de grêle. L'acide visualité, donc vous pouvez avoir de l'acide et là c'est signe de gravité qui a risque le fait de trouver de l'acide, donc risque la création de troisième secteur et en plus le fait de pouvoir dire que peut-être à distance assez importante, on a eu une perforation. Il faut toujours chercher les signes de souffrance, donc l'épaississement de la paroi et l'absence de perfusion de segments épaissis. Donc ça, c'est des signes de gravité, donc le fait qu'il y ait de l'acide, le fait qu'il y ait l'épaississement de la paroi, donc il y a une souffrance de la paroi. Si ça persiste, ça peut aller vers la nécrose. Et si on dit nécrose de la paroi, on va dire perforation. Donc tout ça, c'est des signes de gravité. Et rechercher ce que j'ai dit tout à l'heure, l'enroulement des vaisseaux, c'est l'indicateur de volvulus. Donc recherche à l'écho-Doppler l'interposition de l'artère mésentérique supérieure et de la veine mésentérique supérieure. La veine mésentérique supérieure est toujours située à droite de l'artère mésentérique supérieure. Si elle s'enroule autour et elle devient à gauche, il faut suspecter un volvulus. Donc, le scanner, on verra plus facilement la distension, la dilatation des anses gréliques. Et on va chercher les mêmes choses, les signes de gravité, l'épaississement de la paroi, donc il y a un œdème, il y a une souffrance, l'absence de rehaussement, donc là on va aller vers la nécrose, la pneumatose pariétale, c'est des signes de nécrose et de gravité, et parfois on a des images d'hyperdensité spontanée de la paroi, donc il y a une hémorragie murale. Tout ça c'est des signes de gravité, il faut mentionner ça, en fait le radio qui mentionne ça, pour que vous, dès que vous voyez ça, il faut dire que c'est des signes de gravité, il faut l'envoyer rapidement chez le chirurgien. Et là, donc on va faire le diagnostic positif, on va faire les signes de gravité, mais il faut rechercher la cause. Comme ça, le chirurgien pourra résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que c'est une hernie? Chercher s'il y a des hernies. Donc, vous voyez au niveau de l'aire ombilicale, au niveau inguinal, au niveau des obturateurs. Et est-ce qu'il y a des lésions inflammatoires du digestif? C'est le cas de Crohn. Généralement, les malades qui souffrent de Crohn, ils se compliquent de sténose étagée, donc ils peuvent compliquer d'occlusion, voire tumorale. Mais tumorale, c'est moins fréquent par rapport au côlon. Donc là, je vous montre des images scanographiques en coupe axiale avec injection de produits de contraste. Et vous voyez, à l'état normal, les anses, elles ne sont pas distendues comme ça. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a une distension des anses gréliques et avec un niveau hydroaérique. Donc les niveaux hydroaériques, généralement,
c'est le cas des occlusions. Vous allez voir quand vous allez avoir un ilus réflexe, il y a une distension aérique diffuse. Il n'y a pas la notion de niveau hydroaérique. Quand vous avez cette notion de niveau hydroaérique, il faut penser à un problème d'occlusion. Donc là, vous avez les anses gréliques qui sont centrales, elles sont distendues, plus de 25 millimètres avec un niveau hydroaérique. Donc là, déjà, vous posez le problème de diagnostic. Donc, le syndrome lésionnel est là. Vous voyez, en fait, il faut l'antécédent. Vous voyez, là, les anses, elles ne sont pas distendues. Donc, vous allez avoir une zone de transition entre des anses qui sont distendues et des anses qui ne sont pas distendues. Généralement, ce qu'on fait, on va aller chercher là où l'anse n'est pas distendue, ce qu'on appelle la zone de transition. Et là, on a l'aspect de bec. Et le fait qu'il n'y a pas d'autre étiologie tumorale et le fait que nous avons la notion de chirurgie, cette image-là nous permet à nous de dire que cette occlusion en fait du grêle, elle est due à une bride. Donc il y a le signe de Beck, jonction grêle plat et grêle qui est dilatée. Donc, et la distribution radiaire des anses, tout ça, c'est des signes qui nous font nous évoquer le problème d'une occlusion intestinale par bride. Et ce que je dis, c'est la cause la plus fréquente. Donc, n'hésitez pas à poser à votre patient en lui demandant est-ce qu'il a déjà subi un geste chirurgical ou pas. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au volvulus, c'est cette image-là, vous la voyez en écho et en scanner, cette image de vaisseau, Whipple sign, c'est l'enroulement. Vous allez trouver l'os digestif qui s'enroule autour des vaisseaux et généralement, ce signe-là nous permet de dire que cette occlusion, vous voyez, vous avez une distension des os gréliques, là c'est le côlon, et les anses là, elles sont distendues. Donc, et vous avez ce signe d'enroulement des vaisseaux tout autour des structures digestives. Ça nous permet de dire là le diagnostic d'un volvulus. Là, la distension, je vous ai dit, il faut faire attention. Là, on est devant des signes de gravité. La distension est si importante. Et vous voyez, logiquement et normalement, on ne devrait pas avoir ces bulles d'air en périphérie, ce qu'on appelle la pneumatose. Et là, ces signes de gravité, il y a notion de nécrose et risque de perforation. Et là, cet air-là, il va aller au niveau vous allez trouver de l'air au niveau du foie parce qu'il y aura de l'aérobie. Donc, on a terminé avec les occlusions du grêle. On va voir les occlusions coliques. Alors, les occlusions coliques, le plus fréquemment, c'est le volvulus sigmoïdien. Et on aura l'image de grains de café. Mais avant, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez demander un ASP et ça va vous permettre de dire est-ce qu'on est devant une occlusion grélique ou une occlusion colique. Et la répartition des niveaux hydroaériques et leur aspect nous permettent de dire ah, si on est plutôt avec une occlusion grélique ou avec une occlusion qui est colique. Donc, les occlusions coliques, c'est périphérique. Je vous ai dit tout à l'heure que le côlon disposition du côlon est périphérique. Et là, par rapport au niveau hydroaérique, ils sont plus hauts que larges par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le grain. Donc, vous voyez l'aspect de volvulus sigmoïde, c'est un grain de café, vous voyez. Donc, il y a une distension importante du os digestif avec un aspect en grain de café. Donc, il faut évoquer un volvulus sigmoïdien. Alors, même intérêt diagnostique par rapport au graisse qu'on a vu, donc le diagnostic lésionnel, le retentissement et rechercher l'étiologie. Donc maintenant, les maladies inflammatoires, c'est les diverticulites, les entérocolites infectieuses, les maladies inflammatoires en premier Crohn et RCH, échographie, mais surtout le scanner pour pouvoir, dès que vous avez une diverticulite sigmoïdienne, vous demandez, donc à l'échographie, vous allez trouver un épaississement, mais il faut demander une TDM. Devant toute pathologie infectieuse et inflammatoire, il faut demander une TDM, écho-TDM, mais TDM surtout parce qu'on peut faire un bilan lésionnel. Généralement, les maladies inflammatoires, c'est étendu. Donc, pour faire une cartographie lésionnelle très précise, il faut demander le scanner. Donc, la plupart des actes inflammateurs du grêle et du côlon se manifestent par un épaississement pariétal visible, tant en échographie qu'en densitométrie. Si au niveau, on est devant le grêle, c'est 3 millimètres, le côlon, c'est 5 millimètres. Mais alors là, tout ce qui est épaississement inflammatoire, c'est un épaississement circonférentiel régulier, contrairement aux épaississements tumoraux. Vous allez voir, l'épaississement, il est irrégulier et asymétrique. Donc ça, j'insiste toujours. Donc, vous êtes devant une diverticulite colique aiguë, c'est généralement, il y a le patient qui va venir pour douleur au niveau de la fosse iliaque gauche. Donc, l'écho, mais surtout la TDM, on va rechercher les épaississements, donc l'épaississement de la paroi hypoéchogène, hypodense en scanner, hypoéchogène à l'échographie. Il faut chercher s'il n'y a pas des diverticules enflammés.
c'est des images en plus, hein. Par rapport à la lumière, vous allez trouver des images saculaires hypoécogènes en périphérie à centre hyperécogène. Bien sûr, l'infiltration de la graisse tout autour hyperécogène et vous cherchez s'il n'y a pas de complications sous forme d'absédation. Donc voilà, à l'échographie, vous allez trouver l'once digestif, il y a de l'air, ce qui est hyperéchogène, et un épaississement, voire ici on a l'épaississement et la collection en regard. Et au scanner, vous voyez, on arrive à faire le diagnostic plus aisément de la collection, ce qu'on voyait tout à l'heure. Toute collection, c'est hypodonce avec rehaussement de la paroi. Donc on a l'épaississement de la paroi digestive avec la collection en regard. Au niveau de la région sigmoïdienne, donc vous êtes devant une sigmoïdite inflammatoire. Là, je vous ai dit de rechercher les diverticules sigmoïdiens. Donc, l'échographie, elle va montrer des images hypocogènes qui sont accolées à la paroi, mais on le voit plus facilement au niveau de la paroi ici, au niveau du scanner. Donc, le scanner, là, on va voir, il y a une infiltration de la graisse tout au cours. Et si vous voyez des images comme ça de l'air en dehors de la lumière, donc, tout ce qui est des petites bulles comme ça d'air en contact de la paroi et en dehors de la lumière, c'est les images du diverticule. Et par la suite, vous pouvez avoir une inflammation du diverticule, donc la paroi qui est épaisse, avec un aspect sale de la graisse en regard. Donc, la graisse, normalement, à l'état normal, doit être comme ça, noire. Dès que vous avez de la graisse qui est blanche comme ça, dense, donc il y a une inflammation tout autour. Les maladies inflammatoires et leurs complications, donc on revient toujours rechercher les abcès et les fistules, l'épaississement. Donc l'exemple type, c'est maladie de Crohn. Donc vous allez avoir un épaississement circonférentiel étendu de la paroi. Vous allez avoir des signes de peine au niveau des vaisseaux mésentériques, l'inflammation des vaisseaux mésentériques qui s'associe à l'inflammation de la paroi. Et là, vous voyez, il y a le rehaussement de la muqueuse. On voit là, c'est la muqueuse. Après, il y a la musculeuse. En tous les cas, je vous ai dit, l'épaississement, il est circonférentiel, il est symétrique et il est étendu avec un rehaussement net de la muqueuse. Contrairement au post-tumoraux, vous allez voir, l'épaississement, il est hypodense, il peut se rehausser de façon homogène, comme il peut ne pas se rehausser. Ça dépend avec quel type de tumeur on est devant quel type. Moi, ce que je veux que vous reteniez, tout épaississement inflammatoire, il aura les mêmes caractéristiques en écho qu'à l'échographie, c'est-à-dire un épaississement qui est circonférentiel, qui est régulier, avec un aspect sale de la graisse en regard. Vous allez chercher s'il n'y a pas de fistule, s'il n'y a pas d'abcès, ça complique cet épaississement. Donc là, c'est à l'échographie, maladie de Crohn. Vous voyez que nous avons un épaississement de la paroi avec l'infiltration de la graisse en regard. Et cette image comme ça, linéaire au sein de la graisse et en contact avec l'anse digestive, généralement, c'est un trajet fistuleux. Et par la suite, vous voyez s'il n'y a pas de collection dans cette zone-là qui fait communiquer cet épaississement, le trajet fistule. Là, on va parler un petit peu des appendices aigus. En fait, on a beaucoup de demandes concernant la fosse iliaque droite. Dès que vous avez des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite, nous, les radiologues, systématiquement, on fait tous les moyens pour voir l'appendice, pour dire que l'appendice est intègre ou pas. Donc, c'est une cause la plus fréquente d'admission en urgence. Le diagnostic est échographique et clinique déjà. Donc, normalement, il y a une triade. Il y a la clinique, il y a la biologie et il y a la radiologie. La radiologie, on va demander d'abord une échographie. Donc, l'échographie, elle va voir quoi? Elle va chercher une structure tubulaire à bout distal borne, sans péristaltisme, abouchée au bas-fond sécal. Le diamètre transversal, plus de 6 mm. D'accord? Plus de 6 mm pour parler d'une appendicite. Et nous avons ici le signe de passage de la sonde, ce qu'on appelle le McBurney échographique. La graisse en regard peut être très échogène en raison de l'inflammation. Rechercher s'il n'y a pas de liquide, rechercher une complication à type de collection et bien sûr rechercher s'il n'y a pas d'adénomégalie. Donc voilà, c'est une structure linéaire borne, donc elle communique avec rien. Donc vous allez trouver en latéraux ou rétrocécal une structure digestive qui est borne. Elle s'abouche dans le bout proximal, s'abouche aux séquences. C'est très important de chercher ces deux signes.
elle est épaisse, donc avec épaississement de sa paroi. Vous pouvez faire le Doppler, vous allez trouver une inflammation. Vous faites le diagnostic de l'appendicite, vous cherchez la graisse tout autour, est-ce qu'elle est échogène, est-ce qu'il y a une collection, donc c'est une appendice qui est perforée, je veux dire c'est une appendice qui commence à se compliquer, et faites attention s'il y a une collection, bien sûr, donc vous êtes devant une appendice qui est perforée. Alors, quand une appendicite, un appendice qui est perforé, vous pouvez avoir un calibre normal de l'appendice. Donc, si vous avez un appendice qui est inflammé, mais qui est de calibre normal, mais à condition qu'il y ait une collection au regard, vous pouvez me poser le diagnostic de dire cette collection liquide qui est TP et qui n'est pas anéchogène, c'est un liquide qui est hypoéchogène, c'est du liquide épais, vous avez le droit de dire que vous êtes devant une appendicite qui est perforée. Donc attention, une appendicite inflammée mais qui a un calibre normal avec une collection au regard, c'est une appendicite qui est perforée. Si vous n'arrivez pas à voir l'appendice, vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic, là vous pouvez aller vers un scanner en demandant que la clinique elle est très en faveur d'une appendicite, que l'échographie n'arrive pas à faire le diagnostic, donc demandez et on va chercher les mêmes signes. C'est une structure qui est borne, le calibre supérieur à 6 mm, un épaississement de la paroi, un aspect sale de la graisse tout autour et rechercher bien sûr une collection liquidienne. Et le cercolite, vous pouvez le voir à l'écho comme au scanner. Alors à l'écho, c'est une structure hyperéchogène avec condom et au scanner, c'est une structure qui est hyper dense. Donc voilà, vous voyez, c'est une structure qui est bonne. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré à l'échographie. Et là, c'est cette image stercolite et vous mesurez le diamètre. Vous allez trouver un diamètre qui est supérieur à 6 mm avec une graisse tout autour qui est sale. Et là, vous avez le droit, vous avez la clinique, vous avez la biologie, vous avez la radiologie. C'est une appendicite aiguë. Je vous ai dit tout à l'heure, soit vous avez une appendicite aiguë simple, soit une appendicite aiguë qui est compliquée d'une collection. Donc là, il faut le chirurgien, il va le mettre sous traitement. Et si la collection est très importante, bon, cliniquement, je veux pas m'aventurer parce que je suis médecin radiologue, mais en tous les cas, nous, on dit exactement ce qu'on trouve. Donc là, nous avons l'image d'une appendicite avec une collection autour. Donc au chirurgien de voir ce qu'il doit faire devant cette complication. Donc là, on arrive aux affections mésentériques ischémiques. Là, c'est une urgence absolue. On peut commencer par l'échographie, mais là, le scanner, c'est l'examen de choix. Je vous dis, dès que vous avez un problème vasculaire, c'est le scanner. Et là, au scanner, nous avons des signes directs et indirects d'infarctus mésentérique, ce qu'on appelle l'infarctus mésentérique. L'infarctus mésentérique qui peut être soit d'origine veineuse, soit d'origine artérielle. Donc, il faut chercher une occlusion de l'artère mésentérique supérieure ou une thrombose de la veine mésentérique supérieure. Donc, soit d'origine, donc le CAU peut être d'origine sanguine ou tumorale. Et sur le plan ischémique, scanographique, donc si l'artérielle, on va chercher une thrombose artérielle, épaississement du grêle, mais surtout la pneumatose pariétale. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré les petites images de bulles gazeuses en regard de la paroi. L'aéroportie, c'est de l'air au niveau c'est de l'air au niveau des voies biliaires intrahépatiques. Si c'est ischémique, vous allez chercher la thrombose mésentérique et l'épaississement de la paroi digestive. Voilà, ça c'est pour vous montrer la pneumatose pariétale. Vous voyez, normalement, l'air, c'est des niveaux hydroaériques, il y aura du liquide et de l'air. Et si vous trouvez de l'air en dessous, vous voyez, il y a du collection, il y a du liquide ici. Normalement, on ne trouverait pas de l'air en dessous du liquide. Le fait d'avoir des petites bulles tout autour de la paroi accolée, ça c'est une pneumatose. Et la pneumatose, c'est un signe de gravité. Donc, il faut toujours chercher ça. Au cours d'un infarctus mésentérique. Donc, si c'est artériel, il va s'associer plus avec... la souris ne fonctionne pas. Donc là, je vous montre les images échographiques, voilà, par rapport à l'aéroportie. Pardon. Voilà. Ma souris, je ne sais pas, elle est partie. Voilà. Alors, ces images hyper échogènes, ça témoigne de la présence de l'aéroportie. Et sur le plan scanographique, ces images qui sont hypodenses comme ça, c'est de l'air. Donc, je vous ai dit, on va chercher les signes directs. C'est la thrombose de la veine mésentérique
ou l'occlusion de l'artère mésentérique. On va chercher les signes indirects, c'est la souffrance de la paroi ou voire l'émincissement de la paroi, la pneumatose, l'aéroportite, tout ça c'est des signes évoquant une ischémie mésentérique et c'est une urgence extrême à prendre en charge. Là, on reparle par rapport à la thrombose au niveau de la veine mésentérique supérieure. Voilà, on a vu à peu près la majorité des pathologies à rencontrer au cours des infections, au cours des douleurs abdominales aiguës. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on passe au débat. Est-ce que vous préférez passer au débat partie par partie, professeur, ou bien vous les laissez Non, en général, de dites-moi ce que poser vous des avez. Non, questions? en général, si vous avez des questions, je réponds. Alors, on reprend le début. Est-ce que vous avez des questions? Là, il n'y a pas de questions inscrites, mais on aimerait bien que maintenant qu'elle vous a donné toutes les précisions possibles, alors là, surtout par rapport à l'échographie, hein, essayez de poser vos questions. Dites-moi ce que vous voulez, je vous réponds par rapport aux étiologies. Exactement. Est-ce que vous-même, vous Vous avez des avez... problèmes, parce que je sais qu'actuellement, les médecins généralistes, ils font de l'échographie. Donc, si vous Oui, mais avez ils des font de difficultés, l'échographie à leur dépens parce que ils n'ont pas le... La réglementation ne leur permet pas de faire l'échographie jusqu'à ce jour. ouais. Et pourtant, vous le dites très très bien que l'échographie est devenue, avant avant, c'était Ouais, c'était pas l'ASP qui nous utile. guidait. Oui, 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 c'est vrai. Mais Et là, actuellement, je vais vous dire, madame, le problème, c'est le souci, c'est quoi? En fait, au centre, il y a assez de radiologues. Mais dès que vous partez en périphérie et le sud, il y a de moins en moins de radiologues. Donc, un généraliste, il va se retrouver seul devant les urgences et il doit faire en sorte d'orienter le chirurgien pour avoir le diagnostic le plus précis et faire avec ses moyens. Donc, c'est pour ça, si le centre, ça va. Mais après, vous savez, la pratique est très importante. En fait, l'échographie, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Il faut vraiment s'entraîner des années, insister sur tout ce qui est normal pour pouvoir arriver aux pathologies. Parce mais que pourquoi l'ASP a perdu sa place? Parce que actuellement, madame, les gens, le médecin, il demande beaucoup de précision. Avant, le médecin, il se contentait de l'ASP en disant, ah, peut-être c'est une occlusion. Mais par contre, un ASP devant une appendicite aiguë, s'il n'y a pas un Elius réflexe, s'il n'y a pas je veux dire, comment dire, sentinelle, on ne suspectera pas ça. Avant, on se basait que sur la clinique, l'ASP et l'échographie. Mais là, Oui, puisqu'il y a le scanner, il y a l'écho, l'imagerie, elle s'est énormément développée et le clinicien maintenant, il n'ouvre pas un patient s'il n'est pas sûr et certain du diagnostic. Avant, on ouvrait, avant, parfois, il y avait des dégâts, mais là, le chirurgien n'ouvrira pas un patient s'il n'est pas sûr à 100% du diagnostic. Parce que même actuellement, même par rapport aux patients, avant, il n'y avait pas on va dire, la médecine est devenue plus précise actuellement par rapport à avant. Donc, voilà, c'est à cause de cette précision pour une meilleure prise en charge du patient, pour que le chirurgien ne se trouve pas à ouvrir et trouver des dégâts. C'est mieux qu'il sache exactement il peut utiliser la parotomie, comme il peut utiliser d'autres techniques chirurgicales. Quand on va l'orienter, on va faire moins de dégâts. On va éviter de faire des cicatrices énormes. Parce qu'en fait, si le chirurgien n'est pas orienté, il peut faire une cicatrice énorme à chercher le problème exactement où est situé. Et là, grâce à l'écho et grâce au scanner par rapport aux occlusions, moi, je vais orienter directement le chirurgien au site de l'étiologie, aussi de l'étiologie de l'occlusion. Donc, si c'est au niveau de la fosse iliaque droite, il ira directement au niveau de la fosse iliaque droite. Si la bride, elle est au niveau de la fosse iliaque gauche, il ira directement au niveau de l'hypocondre. Il ne fera pas une laporotomie énorme au niveau de la ligne médiane pour aller chercher où est l'étiologie de l'occlusion. C'est devenu
de plus en plus précis. Toutes les spécialités, actuellement, ils demandent au radiologue de donner le diagnostic précis pour que le chirurgien puisse ou le clinicien puisse prendre en charge de la meilleure façon son patient. On n'a plus le droit de dire ah peut-être c'est ça. Non, il faut maintenant actuellement on nous demande de faire le diagnostic précis pour une meilleure prise en charge du patient et éviter les complications, bien sûr. Est-ce que vous avez vu les questions? Ah, il y a des questions? Oui. Allez-y vers... attendez. Allez-y vers... attendez, j'ai pas- Vous pouvez nous refaire le diagnostic échographique d'une appendicite. Ah, vous pouvez me lire les questions, moi je vais vous répondre. Allez-y. Est-ce que vous pouvez... Vous avez le chat, non? Vous avez le chat. Vous pouvez les voir. Alors, il y a discussion chat. Chat, oui, oui, Voilà. Je oui. pense que la première question vers 10h30. Alors, vers 10h30. Je vais vous aider. Alors, La première, je commence par la première. bien sûr, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. 10h40. 10h40, ok, j'y vais. 10h40, 10h... Bon, 10h40, c'est juste une réflexion. Ah, d'accord. 10h40, oui, 10h40. S'il vous plaît, pourquoi ces derniers temps, on n'arrive pas à visualiser l'appendicite à l'écho? نطلع 10h40 exactement, il y a C'est le temps. le docteur Issad. Non, mais ce que j'ai dit, en fait, il faut être. Alors, ce que j'ai dit, en fait, le radiologue, il doit être entraîné. L'échographie, elle va dépendre du médecin, donc du taux de sa pratique. Donc, elle est opérateur dépendante, l'échographie, il faut dire. Hein. Est-ce que ce médecin, il a l'habitude ouais, de faire beaucoup d'échographie ou pas? Ça dépend de l'opérateur. Et je vous ai dit, l'appendicite, le problème, c'est quand il y a un ileus réflexe. Et je vous ai dit, l'ennemi, le premier ennemi de l'échographie, c'est l'air. Donc, quand on a un ileus réflexe, on ne pourra pas avoir l'appendice. Nous, généralement, on insiste. Il faut voir l'appendice. Moi, personnellement, si je vois pas l'appendice, parce qu'il y a un problème de clarté digestive, je demande directement un scanner. Surtout s'il y a une forte suspicion clinique et biologique d'une appendicite. L'échographie, elle a ses limites, et ses limites, c'est les gaz. Dès que vous avez les gaz, vous ne pourrez pas voir l'appendice. Faites ce que vous voulez, vous ne pourrez pas la voir. D'accord? Donc, généralement, on a même des soucis avec des patients qui sont agités, les enfants, quand il y a trop de gaz avec un élus réflexe, on a des soucis à voir l'appendice. Mais je vous ai dit, en plus, ça dépend de l'opérateur. S'il est entraîné à voir l'appendice, s'il n'est pas entraîné à voir l'appendice, ben, on aura beaucoup de comptes rendus en disant qu'on n'arrive pas à voir. C'est juste que soit il ne sait pas faire, soit il y a trop de gaz, et là, il faut demander un scanner, ne pas hésiter à demander un scanner. Voilà. Alors, pour l'infarctus mésenterique, la clinique est pauvre et le diagnostic est toujours posé en retard et se demande de TDM par excès. En fait, je vous ai toujours dit que la clinique est primordiale. Si cliniquement vous suspectez un infarctus mésentérique échographique, vous n'arrivez pas à voir directement la TDM, il faut demander le scanner. C'est l'examen de choix. Si cliniquement vous avez suspicion d'infarctus mésentérique et vous avez bien dit qu'en fait c'est une urgence extrême l'infarctus mésentérique et on perd beaucoup de patients parce que le diagnostic se fait en retard. Et même avec l'infarctus mésentérique, on peut avoir une distension et on va avoir de l'air, donc on ne pourra pas vraiment voir tout ce qui est thrombose et signes directs. N'hésitez pas à demander un scanner. C'est l'examen de choix. Donc après, on va faire le diagnostic graphique. Bah, je vous ai dit, en fait, c'est une structure pour l'appendicite. Hein, c'est une structure digestive. Vous allez voir, en fait, elle aura différentes parois. C'est comme la paroi digestive. Donc, il y a une muqueuse, il y a une musculeuse, il y a l'adventice. Donc, vous allez avoir les différentes parois musculeuses, voilà, muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse et l'adventice.
Donc, c'est une structure borne. Vous allez, au niveau de la fosse iliaque droite, il faut la chercher au niveau de la fosse iliaque droite. Une structure borne, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à la relier avec quelque chose au niveau distal, il est borne. Vous la reliez pas, elle se ferme directement. Donc ça, c'est une structure borne dont le diamètre est supérieur à 6 millimètres en latéraux. Vous allez la voir, elle sera en contact avec le psoas. Donc vous allez au niveau de la fosse iliaque droite, vous trouvez une structure borne, elle se continue avec rien, mais elle est liée, elle se relive la partie proximale avec l'appendice, le diamètre 6 millimètres. Et si vous trouvez cette structure plus de 6 millimètres, suspectez une appendicite. Et cette structure bande digestive, vous la cherchez, vous commencez au niveau de l'hippocampe parce qu'elle peut être en sous-hépatique, donc vous la cherchez en sous-hépatique, vous la cherchez au rétrocécal et vous la cherchez en latérocécal. C'est pour ça que je vous dis, il faut que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de faire l'échographie pour pouvoir aller chercher cette structure bande au niveau de ces différentes zones. Et pour pouvoir dire, OK, j'ai vu l'appendice, elle est de calibre normal, éliminer l'appendicite ou non. Par contre, là, parce qu'en fait, l'appendice, si elle est normale, on élimine le diagnostic. D'accord? On n'a pas un appendice qui est de calibre et d'aspect normal avec suspicion d'appendicite. Ça n'existe pas. Alors, alors, l'infarctus mésentérique, je vous ai dit, il y aura des signes directs et indirects. Les signes directs, c'est trouver l'occlusion de l'artère mésentérique ou la thrombose de la veine mésentérique. Donc, c'est des structures vasculaires au niveau de l'abdomen et on va chercher. Alors, à l'écho-doppler, il faut allumer votre écho-doppler au niveau des vaisseaux. Normalement, un vaisseau, il doit être rempli de couleurs. Ça, c'est perméable. Si votre vaisseau ne se remplit pas, là, il y a un souci d'infarctus mésentérique. L'infarctus mésentérique, il peut être artériel, comme il peut être veineux. Et là, signe direct, je vous ai dit, vous allez directement voir la veine et voir l'artère, elles sont bien ou pas. En écho, je vous dis, mode Doppler, ça doit être rempli. Au scanner, je vous ai montré tout à l'heure l'aspect d'un vaisseau qui se rehausse de façon normale. Si ça ne se rehausse pas, vous êtes devant un problème d'infarctus mésentérique. Et l'infarctus mésentérique, il a des signes indirects. C'est l'occlusion. Il peut se compliquer d'occlusion. Il peut se compliquer de pneumatos paritas. C'est des images aériques, des bulles d'air tout autour de la paroi. Et il faut rechercher les signes de gravité. C'est la pneumatose, elle fait partie, la distension, elle fait partie, donc il risque le défaut de rehaussement de la paroi fait partie, ça des signes de gravité qui disent qu'il faut intervenir immédiatement sur une perforation, il y aura une nécrose, et s'il dit perforation, nécrose, il y aura, en fait, quand ils vont opérer, ils vont enlever un segment nécrosé, ils vont faire de la chirurgie, c'est une chirurgie qui est assez lourde, donc il faut intervenir rapidement. Donc, alors, TDM devient partie de Laura TDM. Alors, je vous ai dit, TDM, si vous avez suspicion d'une cholécystite, vous demandez une échographie. L'échographie, elle fait le diagnostic, on arrête là. Par contre, je vous ai dit, si vous avez un problème de pancréatite, c'est le scanner 48 heures après. Vous faites l'échographie, dans tous les cas, l'échographie, la pancréatite, ça va orienter le diagnostic, mais vous êtes obligé de faire le scanner. Et tout ce qui est occlusion aussi, vous allez voir, vous avez des difficultés à faire le diagnostic à l'échographie. Allez-y au scanner. Tout ce qui est vasculaire, Budd-Chiari, infarctus de myocarde, allez au scanner. Et tout ça, c'est des indications de scanner. Oui, oui, on a discuté par rapport à l'appendicite et au faux diagnostic, effectivement. Oui, alors pour perforation, je vous ai dit l'échographie. Alors en fait, à l'état normal, vous ne devriez pas trouver du liquide en extra, en dehors des anses. Et la perforation du dénal, déjà à l'AXP, je vous ai dit, ça peut vous orienter le fait de rechercher le croissant gazeux si vous suspectez la perforation. À l'échographie, vous allez chercher surtout du liquide. Et là, vous demandez le scanner directement et il donnera le diagnostic plus facilement et directement. Le médecin généraliste n'est pas. Ah, ça, il ne faut pas me demander. À moi, il faut demander au ministère. Est-ce que vous faites les formations d'échographie pour les médecins généralistes? Moi, je ne le fais pas, mais il faut voir avec le ministère s'il programme quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des situations où il faut faire? Alors, l'ASP, non. Je ne vais pas refaire l'ASP s'il ne me donne pas de diagnostic. J'irai directement à l'écho. Et si l'échographie n'arrive pas à faire le diagnostic, j'irai directement au scanner. Et je vous ai dit tout à l'heure, là où il faut vraiment faire le scanner. L'échographie, vous la faites, c'est systématique. C'est un examen qui n'est pas irradiant. Il n'y a pas de risque d'injection.
et il est anodin elle nous donne beaucoup trop de renseignements. C'est parce qu'on ne peut pas, devant toute douleur, orienter le malade vers le scanner. C'est impossible, c'est coûteux et c'est pas aussi disponible que l'écho. L'échographie, c'est impératif. Je la ferai tout le temps devant toute douleur abdominale. Par la suite, il y a des indications de scanner que je vous ai tout à l'heure dit, où là, même si vous faites l'échographie, il faut aller vers le scanner. Alors, la péritonite, c'est clinique. C'est clinique, c'est l'abdomen de porc. Ça, c'est déjà cliniquement, on vous oriente vers une péritonite. Après, vous allez chercher du liquide qui est épais au niveau, en intérence. La péritonite, vous allez trouver un aspect qui est échogène, épaissi et dense de la graisse mésentérique, une réaction inflammatoire et du liquide qui est épais. Oui, alors ça dépend le stade de la carcinose péritoniale, hein. Et après, ça dépend de celui qui vous a fait le scanner. Est-ce qu'il y a des cas d'appendicite à droite? Donc, l'appendicite généralement à la droite. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a des cas d'appendicite à gauche? Oui, si nous sommes devant les malrotations, devant les malrotations, on peut avoir une appendicite à gauche. Ça, c'est sûr, généralement, pas de place à la dans le diagnostic c'est radiologique. Alors, ne dites pas de place. Écoutez, la clinique est très importante. La biologie, elle va vous orienter pour un problème infectieux ou pas. La biologie, elle va vous orienter pour des troubles, des troubles hémodynamiques, comme vous dites. C'est pas possible, c'est indissociable de me demander un radiologue sans dire la clinique, sans les orienter, sans demander la biologie. C'est faux d'aller directement à la radiologie. Il faut jamais avoir ce geste-là. Il y a, veut dire, il faut passer par des étapes. La clinique est primordiale. La biologie aussi, elle est très importante. Par la suite, il y a la radiologue. Et en ayant cette triade, vous allez arriver à faire le diagnostic. Chaque chose a son importance. Il ne faut pas dire qu'en fait, il n'y a que de la radiologie. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que la TDM? Est-ce que Est-ce que la TDM, le diagnostic existe pour l'appendicite? Oui, 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 oui. Alors, la TDM, elle va donner le diagnostic de l'appendicite, ça, c'est sûr. Je vous ai montré tout à l'heure l'image de Whipple-Stein. Je vous ai montré le fait qu'il y a une rotation. Je vais revenir pour cette image, d'accord? Vous dites qu'il y a des appendicites à gauche. Et je vous ai expliqué la malrotation. C'est le mésentère commun. Le mésentère commun, c'est congénital. C'est le fait que le cadre colique n'a pas fait sa rotation complète. Et il s'arrête au niveau du côté gauche. Chercher le mésentère commun, vous allez voir en fait, le côlon, le sécom sera à gauche au lieu qu'il soit à droite. Merci, merci, merci. Alors, je vais vous montrer le. Donc, il n'y a plus de questions. Encore merci. Vous pouvez éclairer plus sur le cas. Alors là, les grossesses, c'est très difficile de trouver les appendices aigus chez les femmes enceintes parce qu'il faut dire qu'en fait, avec la grossesse, ça va refouler toutes les structures. Il faut vraiment être un échographiste, euh, un très bon échographiste pour pouvoir faire le diagnostic. C'est très difficile de faire l'appendicite aigu chez la femme enceinte. Je pense qu'il faut demander au chirurgien qui prennent la décision, d'accord? Parce que si la biologie est liée, la clinique est liée et la radio n'arrive pas, parce que je ne demanderai pas un scanner à une femme enceinte pour une appendicite. Je donnerai plutôt ça, je laisserai ça plutôt au chirurgien de décider de quoi faire, parce qu'il faut vraiment être un très bon radiologue pour pouvoir une appendicite chez une femme enceinte. Colique néphritique et la radio, oui, bien sûr, là, les coliques néphrétiques, l'échographie, vous allez trouver des lithiases rénales, vous allez trouver la dilatation des voies de l'urètre et des voies excrétrices rénales. Et vous cherchez, à l'ASP, vous allez chercher des lithiases au niveau de l'arbre urinaire. À l'échographie, vous allez oui, attendez. Bien sûr que voilà.
Je termine. Alors, les coliques néphrétiques, alors le scan, vous demandez systématiquement par la suite, hein, en dehors de la crise, vous demandez le scanner et vous allez vraiment voir le siège de la lithiase et l'importance de la dilatation. Donc, l'ASP, le diagnostic de colique néphrétique se ferait à l'ASP. Si vous ne voyez pas l'image de lithiase, ça se fera à l'échographie. L'échographie, vous aurez des problèmes quand la lithiase va se déplacer au niveau de l'urétère iliaque. Il y aura trop de gaz. Donc, vous la verrez surtout au niveau de la jonction urétéro-vésicale et au niveau du pied lent et au niveau des cavités. Au-delà, vous avez des difficultés, vous demandez un scanner et il vous donnera directement le diagnostic. Alors, tout ce qui est IRM, c'est pas en urgence. On peut pas, l'IRM, elle n'est pas disponible et on peut pas la demander en urgence. Par contre, si vous faites l'échographie, comme tout à l'heure, par rapport aux obstacles et vous tombez pour la voie biliaire et vous tombez sur un processus tumoral, c'est IRM direct. Là, je vous parle directement pour des patients qui arrivent en pleine douleur, crise et vous êtes aux urgences, vous n'allez pas demander une IRM, vous allez demander une échographie, un scanner. Et si le diagnostic est fait par rapport aux tumeurs, par rapport au pancréas, mais pas une pancréatite, hein, les tumeurs pancréatiques, les tumeurs, tout ce qui est tumoral, digestif, hépatique et biliaire, c'est IRM systématique, mais pas sur le champ. Vous faites le diagnostic, vous préparez le patient et vous demandez un rendez-vous pour IRM parce que vous n'aurez pas une IRM en urgence. La radiologie est très importante, mais ne pas oublier la clinique et la biologie. Ça nous oriente, nous. Voilà, si vous Et avez trois. l'interrogatoire. Oui, oui, ce que j'ai dit, la clinique, c'est important, c'est impératif. Parfois, on a des Non, parce que demandes. quand vous leur dites la clinique, ils vont direct vers la clinique, l'examen clinique et l'interrogatoire est Non, mais c'est souvent. important. Ouais, mais c'est important par rapport, je vous ai dit, par rapport aux occlusions, les brides, les antécédents du patient. Je dis, je leur ai dit, l'interrogatoire, la Oui, clinique, la biologie et puis la c'est radiologie, c'est ça. bien. Oui, oui, oui. Il faut pas négliger quoi que ce soit. Il faut pas demander la radio Parce directement. qu'en général, exactement, on demande toujours la radio. Actuellement, ils demandent. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je fais ma formation dans le privé en échographie? J'ai pas d'argent. Je dois Oui. financer ça. Quels sont les cours que je dois privilégier en tant que médecin généraliste pour que ما يعملوهاليش. Vous Quels voulez dire, sont il faut lire les... avant. Il faut actuellement, vous allez sur l'Internet, vous allez trouver plein de posters électroniques sur des questions de radiologie. Et je vous ai montré par rapport à toutes les étiologies à connaître et je vous ai mis, vous aurez ce que je viens de vous faire. Donc, tout ce qu'il faut rechercher comme symptomatologie tout ce qu'il faut rechercher comme signe radiologique pour chaque pathologie. Donc moi, je ne connais pas actuellement qui forme, mais il faut voir ça avec le ministère s'il peut faire des formations. Pas savoir qui forme. Vous, par exemple, Oui, euh, non, mais après, il faut faire dans le un CP. autre monde, vous faites une formation vous faites la formation dans le privé. Quand vous allez faire votre programme de formation, moi, en tant que médecin généraliste, comment je dois lire le programme? Je ne fais pas du n'importe quoi. Quels sont les axes que je dois étudier? Je vous ai dit, en fait, l'échographie, elle est vaste. Il faut commencer par tout ce qui est normal. Donc, l'échographie, Tout ça ce va qui est prendre normal, pour la. d'accord? Ah oui, impérativement qu'on vous fasse une notion déjà, une notion sur la physique de l'échographie. Donc, Et c'est quoi une écho déjà? C'est quoi une échographie? Une petite étude comme ça, un petit rappel sur la physiopathe, sur, en fait, il doit vous apprendre comment manipuler les sondes, comment positionner votre sonde sur l'abdomen pour rechercher tel ou tel organe quel type de sonde à utiliser. Donc, l'échographie normale avec tous ces critères. Ça, c'est impératif. Par la suite, une fois, je vous dis, moi, c'est impératif de connaître tout ce qui est normal. Une fois que vous terminez avec tout ce qui est normal et quel type de sonde à utiliser, comment régler les gains, comment faire le zoom, c'est toute une partie. Une fois que vous terminez avec tout ce qui est normal, comment manipuler l'échographe, connaître les différents organes, connaître les différents aspects échographique avec le calibre, le diamètre et l'écostructure de chaque organe, il faut aller vers l'étude Doppler aussi. C'est important que vous ayez une formation Doppler digestif si vous faites une formation par rapport à l'abdomen. Et par la suite,
pathologie par pathologie, pathologie par pathologie. Chaque pathologie, quels sont les signes échographiques pour poser le diagnostic. Et bien sûr, il faut faire de la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. C'est quoi la différence entre échographie simple et écofast? Pardon? Écofast. Non, ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est l'IRM. Ah, d'accord. L'échographie, vous avez le mode B et vous avez le mode Doppler. D'accord. Deux modes. Et après, chez les cardiologues, il y a le mode M. Après, chacun, il a ses... Nous, radiologiquement, nous avons le mode B. C'est une étude morphologique de l'ensemble des structures. Et on a le mode Doppler. Le mode Doppler, il y a le mode couleur. Là, on va juste remplir les vaisseaux. Et il y a le mode pulsé. Là, on va analyser les artères. Alors, oui, ouais, dans le futur, pas maintenant, il n'y a pas de souci pour la thyroïde. Pour un médecin généraliste, il faut... Oui, oui, médecin général. Mais je vous ai dit, la clinique est très importante. En fait, pour dire une appendicite, c'est la fosse iliaque droite. Lithiase rénale, c'est l'hypochondre droit. Vésiculaire, c'est l'hypochondre. Bon, vous voyez, je vous ai dit, ce que j'insiste sur le fait de la clinique. Si, il faut connaître l'anatomie, le siège des organes, et vous avez la douleur. Devant une douleur d'hypochondre droit, je penserai au foie, aux vésicules biliaires. Devant une douleur de l'épicase, je penserai au pancréatite, à perforation d'ulcère, un infarctus. Devant une douleur du flanc droit, je penserai au problème de colique néphrétique. Devant une douleur de la fosse iliaque droite, je penserai plutôt à un appendicite. Pour ça, je vous dis que l'interrogatoire et la clinique est primordial, l'anatomie est primordiale. On va pas, devant toute douleur abdominale, on va dire, ah, ça. Il faut que vous ayez un schéma, et ce schéma-là, vous suivez cadran par cadran, et vous pourrez faire le diagnostic. Voilà. C'est bon. Bah, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Vous m'entendez? Ah, d'accord. C'est fini. Ah, c'était une question des urgences abdominales non traumatiques. L'écho est normal, mais la clinique, elle avait fait. Alors, en fait, pour faire le scanner chez insuffisant rénal, il faut voir le pour et le contre, d'accord? Donc, moi, je ne demanderai pas le scanner systématiquement. Je verrai plutôt avec son néphrologue et son chirurgien. Si ces deux-là décident, disons que là, allez-y, faites le scanner, moi, je le ferai. Moi, étant radiologue, je sais que le scanner pourra faire le diagnostic. Mais par contre, il faut prendre en considération votre patient. Alors là, si votre patient il fait une insuffisance rénale, il y a un risque, mais il y a un pronostic plutôt vital qui est en jeu, eh ben, on lui fera le scanner et on lui demandera de faire une séance de dialyse systématiquement derrière le scanner. C'est tout. Les orthoscopes pour diagnostiquer les hématomes rétro-organiques. Oui, je vous ai dit ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est des, en fait, j'ai précisé, en fait, les traumatiques, parce qu'on ne pourra pas faire tous les urgences abdominales. C'est vaste, c'est grand, j'ai préféré vous faire plutôt les urgences non traumatiques. De rien, de rien.
Recording in Et vous progress. n'êtes pas seul, et c'est une équipe, on travaille tous ensemble pour le meilleur du patient. Recording in progress. Alors, rhumato, je suis pas spécialiste en rhumato, donc en fait, il faut savoir que les médecins radiologues eux-mêmes sont hyper spécialisés. Rhumatologie, MSK, je suis pas trop MSK. Non, 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 pas de MSK. De rien. Alors, Oui, madame? Oui, je vous entends. oui, bon, on a terminé. Eh, Il y a plus sinon plus. C'est quoi les tendinites, cette histoire de Non, tendinites? non, 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 non. Ça, tendinite, c'est les MSK. Moi, je fais pas. J'ai dit qu'en fait, il y a des médecins nous-mêmes, on est très spécialisés en radiologie. Donc, moi, je fais pas de tendinite. C'est pas tout ce qui C'est est. vrai qu'ils font, mais ils font des formations dans le privé par rapport Non, aux mais tendinites. je vous dis que même les radiologues, on est hyper spécialisés. Moi, Ah, je ne fais pas du d'accord. tout tout ce qui est. Et vous m'avez déjà dit, vous faites la cardio, c'est ça? Voilà, je suis cardiovasculaire. Très bien. Hum, D'accord. Prochaine fois, on fera quelque chose sur la Oui, cardiovasculaire. oui, oui, avec Sauf que plaisir. c'est un peu spécialisé pour le médecin généraliste. Oui. Non, oui, Hum. effectivement. El Mohem, merci beaucoup. De rien, madame. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Haya. La prochaine, Inch'Allah, je Moi vous donnerai aussi. d'autres thèmes et on pourra partager pas mal de choses. Inch'Allah, on verra. Le problème qui se pose, c'est la Oui, disponibilité des oui, examens radiologiques pour les cas d'urgence à temps. oui, mais ce que j'ai dit, en fait, ça dépend le plateau technique que vous Ça avez. Donc, dépend le plateau oui, technique. mais moi, je suis obligée de vous dire actuellement comment on fait les Ce diagnostics. qui se fait, Ben oui, exactement, exactement. en restant d'actualité. Ouais. Yatek Saha, merci beaucoup. C'est à vous, madame. Il vous demande les diapos. C'est Il n'y a pas possible de de lui souci. leur Il n'y a pas envoyer de la souci. communication? Il n'y a pas de souci. Alors, vous allez vers le bas sur le fichier, c'est écrit, il y a un petit cadran. Vous cliquez dessus, vous trouverez le programme. Le programme, vous le... Écoutez, madame Bougum, je l'envoie sur mail chez vous et vous le renvoyez parce que je ne sais pas comment faire ça. C'est simple, hein. Il suffit Hein? pas que de... Jetez le cadran, تحتاني وين كاين discussion. Ça doit après pas choper, Michel. وين كاين le chat. كاين un petit cadran. Quel chat, quel un petit, quel un stylo ou quel un petit cadran, oui. Voilà, cliquez على هذاك le cadran. Ah, j'ai cliqué, hein? يخرج لك ordinateur لا لا لا. Oui, dire votre ordinateur, Cliquez sur ordinateur. hein? روحي la Allez-y. communication تاعك, l'intitulé de la communication. Ça doit être ça. Cliquez dessus. يخرج لك ouvrir, cliquez dessus, يخرج لعندنا. دقيقة باك نقلب عليها باسكو ما خرجتليش. على ما خرجتليش. Pas normal. Parce que peut-être qu'elle est toujours partagée. Sortez du باقي partage. دقيقة. alors كيفاش Sortez du partage.
Ok, arrêtez le partage. Arrêtez le Voilà, partage. Arrêtez le voilà. partage. Eh ben, on a le chat. On a le chat. Eh, j'ai fait le chat. J'ai fait ça. Très bien. Très bien. On va acheter votre ordinateur. Euh, Très bien. Oui, c'est vrai que ok. le débarras devrait être fait. Devrait être Inch'Allah, Inch'Allah, كيفاش. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le pied diabétique en même temps. S'il y a d'autres établissements qui veulent que je me déplace, ça ne me dérange pas. On va faire peut-être le pied diabétique, mais en même temps, on fera avec les l'endocrino, avec les diabétos. شوفي مدام ما احبش ما خلاص. يخرجش. Je vous l'envoie par mail et vous les Ok, حبيتي. d'accord, d'accord, d'accord. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde. À la fin. Recording stopped.